Bien, bonjour à toutes et à tous. Retour sur cette commission DI, donc la commission des directions informatiques de la mêlée numérique. On va continuer un peu. Alors, on vient de parler de sécurité, de software asset management et de sécurité. Tout à l'heure, on a parlé de la pandémie et le développement du télétravail, du digital workspace. Là, on va s'intéresser à l'adaptabilité de la DSI aux événements extérieurs. Aux événements extérieurs, ça peut être bien évidemment la pandémie, mais pas que. Ça peut être les cybermenaces, ça peut être des problèmes géopolitiques, ça peut être des problématiques des disaster recovery au sens large. Donc c'est un peu comment la DSI peut être beaucoup plus agile, répondre dynamiquement un peu à ces menaces extérieures. Alors autour de la table, j'ai Mathieu François qui est à mes côtés. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. D'Oracle. À ses côtés, Patrick Crecoul, donc DSI de TBS. Bonjour. Bonjour. Laurent Puech, DSI de CCL. Est-ce que votre micro fonctionne bien, Laurent ? Bonjour à tous. On vous entend bien. Et Lionel Wodzilaski, administrateur du club IBIOS. C'est ce que j'ai bien Parfait. prononcé. Bonjour. Bonjour à vous. Merci en tout cas de nous avoir rejoints pour 1 heure de débat sur justement un peu tous ces enjeux autour de la crise. Vous pouvez poser vos questions en ligne, donc n'hésitez pas. Normalement, si mon ordinateur se connecte, je verrai les questions et on les posera au fur et à mesure. Sinon, dans la salle, on se réservera les questions à la fin des échanges, quelques minutes pour les différents échanges. Alors, on va commencer par vous, Mathieu. Est-ce que déjà vous pouvez, parce que Oracle est une grande maison, est-ce que vous pouvez nous resituer un peu les grandes activités, puis surtout votre rôle, vous, au sein de la structure ? Oui, alors c'est vrai qu'Oracle a pas mal d'activités, mais en fait on a 2 activités stratégiques. L'une qui va tourner autour des applications cloud métiers, en fait, pour couvrir à peu près tous les processus métiers de l'entreprise, ERP, supply chain, ressources humaines, customer experience, et même des verticaux pour le retail, pour les hôtels, pour les télécommunications, etc. Et donc ça, c'est la première activité, application. La deuxième activité, ça va être l'infrastructure cloud, en fait, qui va porter ces applications, mais aussi celles de tous nos partenaires et de nos clients qui peuvent développer, en fait, leurs propres applications dessus. Et sur lequel, en fait, on a des services de type plateforme as a service, ou de type infrastructure pour faire tout ça. Et en fait, l'idée générale, c'est d'être capable de suivre l'ensemble du cycle de la donnée, de sa collecte jusqu'à l'analyse, jusqu'à essayer d'en sortir un peu les informations importantes, l'intégrer, la sécuriser, etc. Donc ça, c'est les 2 grandes activités d'Oracle. Moi, je suis sur la deuxième et je m'occupe particulièrement avec mon équipe des clients qui sont du secteur industrie, retail, hospitality et consumer goods. Très bien. Alors, sur votre parc de clients, quand on parle de DSI face aux crises, quelles peuvent être un peu qu'est-ce que vous identifiez pour vous comme crise vécue, potentielle ? Je crois que là, on en a vécu une très belle. Oui. Donc, il y a des crises qui impactent directement l'activité business de l'entreprise. Et c'est vrai que je crois que la pandémie a été particulièrement forte, et particulièrement avec les clients que moi je connais chez Oracle, parce qu'on a quand même eu des distributeurs dans le monde non alimentaire qui sont passés d'une activité de 100% à quasiment 0 du jour au lendemain. Pareil chez Accor Hotel, par exemple. Donc des types de crises qui impactent directement l'activité de l'entreprise et qui peuvent la mettre en danger, en fait. Des crises aussi qui impactent la supply chain. On voit de plus en plus de problématiques d'assurer, en fait, les approvisionnements, les matières premières, etc., dans des coûts qui restent raisonnables. Et puis, on va dire, la troisième type de crise qu'on voit de plus en plus monter, y compris en France, c'est tout ce qui tourne autour de la cybersécurité, cyberattaque. Donc voilà, il y a différentes types de crises qu'on voit de plus en plus, avec une accélération quand même significative de tout ça. De tout ça. Alors Lionel, juste quelques mots sur le club IBIOS. Oui, donc le club IBIOS, c'est une association loi 1901, donc à but non lucratif, qui a été créée en 2006 avec le soutien de la NSSI. La NSSI aujourd'hui est toujours au conseil d'administration du club. Juste quand même, petit sondage, IBIOS, ça parle, qui connaît au moins 2 noms dans la salle ? En ligne, il ne voit pas, mais il y a du monde, vous êtes assez connu. Si, je vois un peu. Donc, rapidement, quelques mots. Donc, IBIOS, c'est une méthodologie de maîtrise et de gestion des risques.
j'insiste, pas uniquement d'analyse, hein, j'insiste sur cet aspect maîtrise et gestion. Donc ça inclut l'analyse, mais pas seulement. Donc a été développé par la NSSI depuis 1995, donc ça date pas d'hier. Qui évolue régulièrement, évidemment, en fonction des évolutions, notamment du contexte, des approches, des technologies mises en œuvre dans les systèmes d'information, etc. La dernière version est sortie fin 2018, elle s'appelle EBIOS Risk Manager. Et donc le club intervient pour fédérer une communauté autour de cette méthodologie. Donc une communauté pas seulement d'experts en matière de gestion des risques, mais on retrouve, alors aujourd'hui on a à peu près 300 membres au niveau du club. Alors on trouve évidemment des RSSI, des consultants en sécurité. On trouve aussi quelques DSI, on trouve quelques utilisateurs. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre toute cette communauté autour d'une table pour échanger, pour des retours d'expérience plus globalement sur la gestion des risques, pas uniquement sur l'utilisation des BIOS, mais plus globalement sur la gestion des risques. Et donc le club développe des outils pour aider ses membres, mais également toute personne intéressée, puisque les publications du club sont disponibles gratuitement et de manière ouverte sur le site, pour aider justement dans cette maîtrise et cette gestion des risques. Donc on développe des outils, notamment, typiquement on a développé un outil qui s'appelle EBIOS Fast Track qui permet de mettre en œuvre EBIOS sur une journée. Donc qui casse un peu le mythe. Beaucoup de personnes disent que EBIOS c'est compliqué, c'est une usine à gaz, etc. Donc on essaye de clarifier tout ça et d'aider à l'utilisation de cet outil et à la maîtrise des risques cyber. Alors quel constat peut faire la communauté? On parlait des cyber-risques, de cybermenaces, on n'est déjà plus dans la menace, là c'est quand même... Quel bilan vous pouvez faire un peu? Qu'est-ce qui remonte au niveau de la communauté sur justement les risques avérés? Oui, alors je ne vais pas faire un panorama des menaces et de la cybercriminalité. Parce que non, mais de ce qui se transpire aujourd'hui, j'imagine. Mes collègues ne vont pas être contents parce que je vais en avoir pour le reste de la séance. Puis en plus, le club EBIOS ne fait pas directement ce genre de choses. On a des associations consoeurs, à commencer par le CLESIF, qui font ça très bien et tous les ans ont une action qui s'appelle Panocrime où ils font le bilan là-dessus. Non, je vais plutôt mettre l'accent sur un point, sur l'évolution qu'on a vue ces dernières années, voire ces derniers mois, qui est plutôt lié à la partie origine des menaces. Parce qu'après les menaces, tout ce qui est ransomware, tout ce qui est phishing, etc., c'est des choses qui sont... aujourd'hui, on a un panel de menaces assez important, mais je voulais mettre plutôt l'accent sur les évolutions au niveau de l'origine. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, depuis quelque temps, on est vraiment dans une évolution vers une industrialisation, voire une ubérisation de la cybercriminalité, avec des organisations qui se mettent en place, qui sont quasiment des organisations d'entreprise ou des organisations commerciales. Donc avec des personnes qui mettent à disposition des outils en mode SaaS, des outils qui permettent de réaliser des attaques, à commencer par des attaques ransomware, sans avoir forcément de très fortes compétences. Donc voilà, il y a encore quelques années... C'est du ransomware as a service, on l'a vu avec le démantèlement d'une véritable place de marché. C'était des motettes. Donc il y a des démantèlements régulièrement, heureusement. Après, évidemment, ça se reconstruit tout de suite après à côté. Hein. Donc c'est toujours la course classique de l'obus et du blindage, ou du glaive et du bouclier. Mais voilà, on est vraiment dans cette optique-là où on a des petits groupes d'experts qui plutôt, ce qu'ils faisaient auparavant, attaquaient directement des entreprises, plutôt des grandes entreprises, des institutions, etc., mettent à disposition des outils qui peuvent être utilisés par des gens avec nettement moins de compétences et qui peuvent être utilisés, pour le coup, sur des cibles beaucoup plus petites, puis qui peuvent être utilisées pour de la vengeance, pour des gens qui sont même éventuellement très mécontents d'un fournisseur ou d'un industriel qui peuvent éventuellement vouloir se venger. Donc on est vraiment dans cette optique et dans cette évolution vers une démocratisation, entre guillemets, de ce type d'outils, qui fait que la menace devient vraiment multiforme et n'épargne vraiment plus personne. C'est de pas de savoir si on peut être attaqué, mais quand on va l'être, quoi. C'est un peu le... C'est exactement ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Un peu le souci, ouais, voilà. On va continuer avec Laurent, déjà sur le CCL. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité en quelques mots? Alors le CCL est une entreprise... Est-ce que vous pouvez rapprocher un petit peu le micro? Oui, le CCL est une entreprise castraise de 130 ans. Donc voilà, on n'est plus une start-up. Nous sommes dans le négoce de produits bâtiments
produits matériaux de construction, chauffage, sanitaire. On couvre à peu près tous les métiers du bâtiment. Nous sommes implantés en Occitanie sur une 50aine de magasins, à peu près 800 collaborateurs. La DSI donc intégrée, la DSI intégrée au CCL. Des activités, on sert des particuliers, on sert beaucoup les professionnels, donc 80% de professionnels, 20% de particuliers. D'ailleurs, on vous attend dans les salles expo si vous voulez choisir votre salle de bain. Le CCL, en tant que tel, on est à la mêlée. Si vous voulez un peu plus nous voir, vous verrez sur le short du Castre Olympique lors du derby le 23 octobre. Très bien. Alors, justement, quand on parle de menaces ou de crise, alors déjà, il y a le secteur, il y a l'entreprise. Pour vous, quelles sont les grandes menaces ou les crises que vous pouvez identifier autour de vous? Les crises, je pense qu'on en a parlé. La pandémie qui nous a permis de mettre en place effectivement tout ce qui est télétravail, tout ce qui va être après visio. Également, ça a permis pour nous de mettre en œuvre et de refondre la partie service client au travers du click and collect. On s'est aperçu que lors de la première vague, nos magasins ont dû être fermés. Les clients ne pouvaient pas rentrer dans nos magasins. De là, on s'est dit, aujourd'hui, dans le monde du professionnel, de l'artisan, c'est devenu une nouvelle pratique, chose qui était encore un petit peu marginale. Donc il a fallu s'adapter, il a fallu refondre notre site très rapidement et mettre tout ça en place et l'interconnecter avec notre ERP. C'était un choc, mais c'était aussi une opportunité. C'est une opportunité, oui, très très bonne. Il a fallu également travailler avec les métiers pour mettre en œuvre tous les produits dessus, sur de nouveaux sites, etc. Et puis mettre en place l'organisation derrière pour être capable de livrer en temps et en heure les clients par ce nouveau procédé, quoi. La sécurité aussi, vous avez un acteur de régional qui était particulièrement impacté, donc vous êtes un petit peu senti exactement, la cybersécurité, on était pas mal menacé. Ça a permis un acteur effectivement local qui a été impacté, mais également dans un de nos partenaires, notamment un gros fournisseur de chauffage climatisation, je ne donnerai pas le nom, mais voilà, qui a permis de faire un petit peu prise de conscience. Prise de conscience au niveau de notre direction et derrière il a fallu mettre en place, on avait déjà un petit peu commencé tout ce qui était cybersécurité, mais il a fallu mettre en place des choses un petit peu plus concrètes. Ça nous a permis d'ailleurs d'avoir du budget, d'aller de l'avant, de s'appuyer sur un vrai partenaire et de mettre en œuvre tout ce qu'il fallait pour protéger notre société. Alors on y reviendra tout à l'heure un peu. Et puis, contexte aussi qui vous met sous pression aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est la pénurie de matériel. Alors ça nous touche en tant que DSI sur les PC, les imprimantes, tout ce qui est IT. Mais nous, en tant que négoce de produits, notamment chauffage, sanitaire, acier, aujourd'hui il y a une pénurie mondiale dans tous ces produits-là. Donc il faut revoir. Alors on édite notre ERP en interne au niveau du CCL, ça nous donne une grande souplesse, une grande réactivité. Donc il faut par là même amener les solutions techniques à nos vendeurs, à nos acheteurs pour pouvoir acheter quand il faut. Surveiller le crédit client un peu plus qu'avant, veiller au stock. Enfin, voilà, on navigue à vue depuis maintenant 6 mois. On espère que ça va on va sortir de cette crise-là sur le premier semestre 2022. Mais pour le moment, on est fortement impacté par ce manque de matériel. Patrick, TBS, alors ça parle peut-être au niveau local. Là, on a des spectateurs qui viennent à travers le monde, peut-être. Juste resituer un petit peu, c'est Toulouse Business School. Oui, alors Toulouse Business School, une école qui a maintenant un petit peu plus de 100 ans, puisque c'était l'école de commerce emblématique, une émanation des chambres de commerce, et qui est devenue depuis 3 ans maintenant une société privée. Alors privée avec un statut un petit peu particulier, puisque on ne redistribue pas de dividendes. Donc, ce qui permet de garder notre première vocation quand même, l'éducation. Et quand vous pilotez par un conseil d'administration sans reverser des dividendes, ça change quand même un peu la philosophie de notre école. Donc ça, voilà, c'est un petit peu en structure. Je vais donner quelques chiffres parce que ces chiffres-là vont nous permettre justement de peut-être comprendre par rapport aux menaces qu'on a eues et nos réactions par rapport aux menaces actuelles. Donc cette école, c'est 400 collègues, donc salariés, c'est également 1200 intervenants extérieurs. Donc il faut rapprocher des 120 profs permanents
internes qui font de la recherche et des cours, mais c'est 1200, ça veut dire que vous avez plus d'intervenants extérieurs qu'internes, et c'est à peu près 6000 étudiants. Et là, on est répartis donc sur 2 sites toulousains, un site parisien, Barcelone, Casablanca, et après on travaille avec près de 150 universités partenaires réparties dans le monde entier. Donc ça nous permet d'avoir une expérience numérique, puisque nos étudiants, eh bien, ça fait à peu près 30 ans qu'ils sont obligés d'avoir un ordinateur portable pour suivre les cours. Et ça, c'est quand même un vecteur qui nous a aidés, il faut le reconnaître, au moins dans le premier choc, qui a été la première crise sanitaire. Bah oui, parce que vous êtes passé avec quand même des étudiants en présentiel d'un seul coup, avec du e-learning, quoi, enfin, de l'enseignement à distance. Alors on a un petit peu l'habitude de faire du e-learning depuis quelques années. Bien sûr, là, ça s'est accéléré à la vitesse grand V. Et là, vous êtes passé au MOOC. Et effectivement, oui, voilà, avec toutes ces technos, mais en fait, ce premier choc sanitaire, ça n'a pas été un choc technique, parce que finalement, ça a été relativement simple. Je ne vais pas dire que c'était simple entièrement, mais effectivement, on est arrivé à mettre l'entreprise et tous les cours sans interruption de service, donc il n'y a pas eu un seul cours d'annulé, et ça en, je dirais, moins d'une semaine, c'est-à-dire qu'on a respecté les délais de l'État, puisqu'il fallait, je ne sais plus, être en distanciel à partir du mardi, et je crois qu'on y était à partir du lundi soir. 4 jours. Voilà. Donc c'était quand même un exploit de livrer, y compris des machines. Là, on avait la chance d'avoir du stock, parce qu'encore une fois, on est dans une école et on a des activités ponctuelles qui fait qu'on a du matériel d'avance. Mais on a en fait déployé un savoir-faire à bien plus grande échelle. Et pour nous, la virtualisation n'a pas été un problème dans le premier confinement, j'insiste bien. Je reviendrai peut-être sur le deuxième, qui là était un défi technique. Par contre, ça a été un choc, je dirais, plus organisationnel, émotionnel. Ça a été dit dans le premier ex par rapport aux collaborateurs. Par contre, nous, nos clients, ces 6000 étudiants, que je ne sais plus si j'ai cité le nombre, ils se retrouvent en situation quand même de crise, isolés, et donc tous les décrochages scolaires, voilà, c'est bien de réaliser des cours en virtuel, mais il y a tout un accompagnement qu'il a fallu faire à la fois aux collaborateurs et à la fois aux étudiants. Alors on reviendra un petit peu pour voir comment vous avez réagi, mais je dirais un virus chasse l'autre ou cache l'autre, c'est que vous n'avez pas que le virus du Covid qui vous menace, vous Oui. avez fait aussi un peu de l'expérience d'autres types de virus. Oui, c'est... Alors moi je suis de la maison TBS depuis quelques années, mais je suis le DSI depuis un an. Et j'avoue que comme baptême pour ma première année, c'était pas mal. Puisqu'on a également eu des attaques, alors pas de l'ampleur de certains de mes collègues castrés ou sur la zone de Toulouse qui a eu des très très grosses attaques, mais on a quand même été impacté sur un de nos serveurs qui n'est autre que le serveur qui nous sert aux candidatures. Donc c'est quand même là où on rentre le cash. Et effectivement, quand vous devez prendre une décision d'arrêter ce serveur-là un soir pour éviter une menace peut-être plus importante, et vous le faites dans le doute, donc c'est vraiment de la gestion de risque où vous prenez ce genre de décision. Donc effectivement, ça, c'était déjà présent dans notre esprit, mais ça a accéléré là aussi certaines prises de décisions en interne de la DSI où on déploie plusieurs plans en ce moment. Alors on l'a vu Mathieu, là, on a vu essentiellement de la menace pandémie, cybermenace, des contraintes budgétaires, des contraintes de marché. Là. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que vous voyez en fait que sur vos clients? Que demande-t-on à la DSI et de comment réagir? Quels sont les leviers essentiels qu'elle doit actionner? C'est souvent un petit peu l'équation impossible, vous nous le direz, mais nous ce qu'on voit globalement, c'est qu'effectivement pour s'adapter à ces crises-là, ça demande finalement beaucoup d'agilité et souvent avec des moyens qui sont contraints en fait, parce que on parle des budgets, je pense que c'est une chose. Il y a aussi les ressources humaines qui sont pas si faciles que ça à faire évoluer et avoir les bonnes compétences au bon moment. Et puis après, il y a aussi une agilité au niveau de la technologie, parce que la technologie évolue très très vite en fait. C'est pas toujours simple de suivre ces évolutions-là. Et si on regarde sur le volet financier par exemple, ce qui est très révélateur chez beaucoup de clients, vous nous direz peut-être si c'est le cas chez vous aussi, mais finalement la part du budget informatique qui va être utilisée pour la transformation business est très faible, elle est généralement en dessous de 15%.
Et le reste sert plutôt à entretenir l'existant et le faire évoluer un petit peu en fait. Et donc, je voudrais juste l'évolution de votre budget tous les deux justement sur ces dernières années. Alors, vous pas de chiffres, hein, mais juste c'est plutôt à isopérimètre. C'est comment évoluent vos budgets? Allez-y, Patrick. Alors, aujourd'hui, on est plutôt à isopérimètre et c'est plutôt alors, soit des crises, soit la concurrence qui fait qu'effectivement, on voit un pourcentage de ce budget-là partir vers la transformation pour répondre au business. Donc ça, effectivement, comme dans toute entreprise, la concurrence vous pousse à revoir certains process. Et nous, par exemple, je parlais tout à l'heure du recrutement. On a refondu complètement cette phase de recrutement qui s'est 100% digitalisée il y a 2-3 ans. Et donc là, on parle vraiment de transformation pour le business, quoi. Très bien, Laurent. Oui, non, ça se traduit effectivement par une hausse de budget. Les applications donc, sont de plus en plus nombreuses, s'adaptent de plus en plus à tout ça. On parlait de cybersécurité, c'était un poste pour lequel voilà, il n'y avait pas grand-chose à l'époque et on commence à mettre un petit peu d'argent là-dessus. Oui, les postes grossissent, c'est sûr. Mathieu, je vous laisse continuer. On était sur l'agilité et la dimension budgétaire, mais du coup... Non, mais je pense que c'est exactement ça. Nous, on a beaucoup de clients qui nous demandent de réussir à leur faire baisser des coûts de run pour basculer ces économies-là vers de l'investissement, en fait. Donc, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait en ce moment. Et quand alors, évidemment, quand il y a des impacts type pandémie, c'est des accélérateurs aussi. Je pense que ce que vous disiez un petit peu, mais on l'a vécu avec beaucoup de clients. J'ai en tête là comme ça Pimki, qui est l'enseigne de textile que beaucoup connaissent, qui a dû fermer ses magasins, qui du coup a dû aussi, il y avait toute une partie de son SI qui était externalisée en termes de gestion des opérations et qui a dû trouver un modèle pour continuer à faire tourner ce qui devait tourner, notamment le e-commerce, avec des budgets beaucoup plus restreints. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, on fait notamment des bascules vers le cloud pour essayer de gagner là-dessus. Et sur le volet cybersécurité, nous, en fait, il y a plusieurs éléments. C'est vrai que je suis d'accord avec vous. Nous, on voit aussi, il y a une industrialisation de l'attaque qui est de plus en plus vraie. Et donc, en face, côté client, des moyens qui ne sont pas si faciles que ça à mettre en place seuls, en tout cas. Et après, il y a des choses très basiques qui tournent autour de la mise à jour des logiciels, en fait. C'est pas si facile que ça, en fait, de maintenir les logiciels à jour. Et là, encore une fois, on a pas mal de choses qui permettent de le faciliter. Ouais. Oui, Pour rejoindre ce que vous dites, c'est effectivement ça, c'est une augmentation aussi des effectifs. Je vous disais tout à l'heure, on développe nous-mêmes notre RP, notre programme cœur quelque part. Et c'est une volonté parce qu'on a derrière une agilité, une souplesse qu'on ne trouverait pas chez un partenaire, un prestataire, un éditeur. Ça nous offre la faculté d'intégrer de plus en plus de nouveaux produits et d'avoir cette rapidité à les intégrer par la connaissance métier, effectivement. Alors aujourd'hui, et vous en parliez aussi tout à l'heure, la difficulté que l'on a rencontrée dans des zones comme nous à Castres, c'est trouver l'effectif, trouver les compétences. Aujourd'hui, il y a Toulouse qui aspire un petit peu toutes les compétences et on a pas mal. Oui. Vous nous en avez pris quelques-uns. C'est vrai, le manque de compétences, de toute façon, il est un peu présent partout, mais particulièrement. Voilà, on a cette augmentation-là aussi. Ouais, là. Et juste Lionel, une petite réaction sur la dimension budgétaire. Est-ce que les budgets en cybersécurité augmentent à hauteur de la menace, quoi? C'est-à-dire que là, on est quand même on a des attaques tous les jours. Donc, ouais. Alors, c'est difficile de répondre de manière globale parce que c'est très disparate. Le paysage est quand même très disparate sur le sujet. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'on a constaté, on voit au travers de nos membres ou au travers de différentes conférences auxquelles on peut participer que il y a effectivement une prise de conscience ou un renforcement de la prise de conscience pour ceux qui avaient déjà une prise de conscience sur le sujet. Et il y a une augmentation du budget. Après, à la bonne hauteur, je ne sais pas. Est-ce possible Est-ce possible? Voilà, bonne question. Mais ouais, il y a effectivement une évolution vers le haut qui est plutôt de bon augure. Après, la problématique que l'on peut voir, c'est que, mais là encore une fois, c'est pas généralisé ce que je vais dire, ça dépend encore une fois beaucoup de d'où vient l'entreprise ou la structure, parce qu'on peut parler plus globalement de structure. Il y a des administrations, des hôpitaux, etc., qui sont concernés bien évidemment par ce genre de problématique. Mais ce qu'on peut constater, c'est que c'est pas toujours utilisé à bon escient. Et je reviendrai dessus, c'est toujours le symptôme de mettre en place une porte blindée en laissant la porte ouverte à côté.
laissant la tête ouverte, d'où l'importance, sur laquelle je reviendrai peut-être tout à l'heure, de l'approche vraiment par les risques, de la gestion et de la maîtrise des risques pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas laisser des grands trous béants ouverts. Alors pour clôturer sur cette partie menace, il y a une question en ligne. Quelle est la menace la plus exotique que vous ayez eu à affronter dans le club? Peut-être est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont un peu surprise, d'une typologie d'attaque qui est un peu surprenante? Alors honnêtement, moi ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine, donc il n'y a plus grand chose qui me surprend. mais de plus exotique, honnêtement je ne sais pas, peut-être d'un point de vue plus opérationnel, peut-être que les DSI pourraient répondre, mais de vraiment exotique... On peut pas vraiment dire que ce soit exotique. En fait, assez sur du classique. Après, il peut y avoir une convergence. Après, on peut faire du ransomware avec de l'exfiltration de données, de l'intelligence économique. Ah, mais ça, derrière, de toute façon, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, la menace, on est rarement confronté à une seule menace. Donc, en général, c'est effectivement, et puis, comme le disait défunt président Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Oui. Donc, de toute façon, en général, voilà, vous avez, quand ça commence, ça peut... On a la responsabilité. Ça s'enchaîne et ça peut très mal se terminer. La responsabilité du dirigeant, la réputation de l'entreprise. Enfin bref, ça peut avoir des conséquences dramatiques, financières, réputation, jusqu'à mettre la clé sous la porte. Alors, on l'a vu avec Mathieu. Donc cette pression nécessite une agilité certaine, d'avoir un paradigme à gérer, un paradoxe, je dirais, entre l'ouverture des systèmes, l'agilité, la sécurité. Qu'est-ce que vous avez mis en place? On va commencer par vous, par Laurent, justement, pour répondre à ces besoins d'agilité, là, de développement rapide, de scalabilité. Quels sont vos leviers d'action? Alors on a mis en place, au niveau réseau, un petit peu tout ce qu'il faut pour répondre à toutes ces demandes. Au niveau serveur, pareil, on a externalisé. Donc là, on est plutôt bien. La partie développement, c'est pareil. On a essayé de mettre en place des outils, des frameworks qui vont bien pour essayer de là aussi être le plus pertinent possible et aussi absorber le plus rapidement possible, intégrer le plus vite possible des nouveaux collaborateurs. De manière à répondre le plus vite possible à ces demandes que pourrait nous faire l'entreprise. Au niveau, par contre, si on revient sur la cyber, on a également mis en place pas mal d'actions sur le terrain auprès des utilisateurs. Tout un tas de choses qu'il faut qu'on arrive maintenant à rendre automatiques. Donc c'est là qu'il faut effectivement des outils qui nous manquent un petit peu pour aller un peu plus en avant, pour automatiser un petit peu plus cette information auprès des utilisateurs, par exemple. Oui. Donc, et vous, Patrick, un peu comment vous réagissez? Alors, nous, ce qu'on a surtout mis en place après, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, dans ce que j'appelle moi un peu la deuxième phase, qui était pour nous la rentrée scolaire de l'année qu'on vient de vivre. Parce qu'en fait, une fois qu'on avait déployé du virtuel à tout le monde, je vous disais que ça avait été assez simple. Par contre, pour la rentrée scolaire, il a fallu faire ce qu'on appelle de l'hybride. Et en fait, vous voyez beaucoup dans le monde de l'éducation, c'est le mot à la mode, on fait de l'hybride. De l'hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des étudiants qui sont à la fois en présentiel et en distanciel. Et là, par contre, il a fallu faire des choix qui n'étaient pas faciles à faire dans les écoles. On n'a pas tous fait les mêmes. Le choix de TBS a été encore une fois, d'industrialiser, qui est un peu une méthodologie qu'on a depuis plusieurs années. Et donc, on a décidé de mettre exactement les mêmes moyens dans toutes les salles de cours. Ça voulait dire quoi? Qu'au mois d'avril-mai, on a décidé, donc 2-3 mois après la pandémie, de se préparer à la rentrée en se disant qu'il faut pouvoir répondre à tous les scénarios. Et entre autres, la mixité, c'est-à-dire quelques personnes en présence, d'autres non. Du coup, ça veut dire mettre des moyens techno. On en parlait de pénurie. Et là, je ne veux pas dire, mais c'est un peu l'idée. On va acheter les premiers les caméras. Donc, quand vous commencez à acheter à peu près 150 caméras pour filmer vos intervenants, filmer le tableau de projection, filmer le tableau d'écriture, que ça soit lisible à distance pour ceux qui sont à distance. Mais là, effectivement, ça demande des moyens techno qu'il faut mettre en place à l'été. Et le deuxième, ça a été d'adapter notre ERP. Et là, je rejoins Laurent. Là aussi, moi, j'ai toujours cru à l'hybride dans les DSI. Donc, c'est très bien les modèles SaaS. C'est très bien d'avoir de l'informatique externalisée et ça nous a servi. Style les suites Office 365, comme ça a été dit tout à l'heure. Mais quand on a une partie de maîtrise sur notre ERP, on a été capable de développer et de mettre à disposition de nos scolarités un outil qui allait s'adapter à ce que l'État allait nous demander au mois d'août.
Et là, ça veut dire que vous avez cette capacité de réaction, vous avez cette agilité qui est quand même nécessaire au business. Donc c'est là où je reviens, où nos budgets ont été réorientés pour répondre à du business. Donc ça, c'est sur le volet sanitaire. Et effectivement, sur le volet cybersécurité, c'est des moyens, c'est effectivement une externalisation sur data center, c'est des mises en place de nouveaux outils pour de la surveillance. Et je dirais rentrer plus dans de la proactivité plutôt que de la surveillance et de la résolution de problèmes. Quand vous avez attaqué, juste pour revenir comment vous avez réagi en fait, c'était immédiatement après vous avez repensé votre par rapport à la sécurité. Oui. Donc effectivement, immédiatement, comment vous avez réaction immédiate. C'est vrai que ça fait un petit peu tout d'un coup c'est les cellules de crise au sein de la DSI. Donc l'arrêt de stopper ces services-là pour éviter une crise plus importante. Résolution et effectivement le lendemain matin, eh bien en fait ces serveurs de candidature, on va dire, étaient à nouveau opérationnels. Par contre, là où ça change, ou du moins ça accélère les prises de décision, on parlait de logiciels de protection de type EDR, c'est-à-dire la phase après les antivirus, pour ceux qui connaissent. Là, effectivement, j'ai pas mis longtemps à décider que de toute façon, ce budget, il était réorienté. Et donc, il y a eu un EDR en place 2 mois après dans toute la société. Quoi. Donc, c'est remise à plat du PA, du PCA, de renforcement, je dirais, et puis le poste de travail et au niveau des postes, quoi, de la détection avec de nouvelles solutions type EDR. Quoi. Exactement. Laurent, comment vous réagi, comment vous réagissez sur la cybermenace? Alors, c'est plutôt pour l'instant une menace, mais du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place? Voilà, il faut préparer un petit peu il faut se préparer à tout ça. On a commencé, je vous disais, à mettre en place des sensibilisations auprès de nos utilisateurs. Ça remonte à 1 an et demi. Et puis ou à cause plutôt des attaques qu'il y a eu près de nous, on a pu après mettre en œuvre et avoir les moyens de mettre en œuvre vraiment des solutions de cyber. On s'est derrière adossé à un partenaire pour être conseillé, parce que là par contre, autant côté ERP, on est d'accord avec Patrick sur la connaissance métier, il faut internaliser ça, autant le reste, il faut aller chercher les compétences ailleurs, bien entendu. Et donc là, on est venu faire un audit complet de la société sur tous les process, que ce soit du RH jusqu'au SI. Et on a pu voir un petit peu où étaient nos failles. On a commencé à corriger pas mal de choses. On a fait un pentest, un test d'intrusion dans notre réseau, un test d'intrusion sur notre site internet. On a fait faire tout ça. On est venu corriger, amener les correctifs. Et ça a amené dans notre prise de conscience, nous-mêmes au niveau du SI, l'intérêt qu'il y a eu à ça, que j'ai trouvé, c'est qu'aujourd'hui, avec mes collègues, dès qu'on décide de quelque chose, on met toujours le volet sécurité dans le projet. Chose qu'on ne faisait pas il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Aujourd'hui, ça nous a amené une certaine maturité. Quand on parle de security by design, c'est ça, c'est la sécurité dès la naissance du projet et puis tout au long de la chaîne de continuité. Et ensuite, pour continuer, puisque c'est d'aller plus loin, de se préparer, c'est d'aller aussi un petit peu plus loin. On parle bien sûr de plan de continuité, de PRA, donc ça, on a des solutions qui existent depuis fort longtemps. Mais comment préparer aujourd'hui, ma question, c'est comment préparer la société à la perte de l'outil informatique. Nos magasins, on livre des clients, on charge des camions, on a un entrepôt logistique. Enfin voilà, c'est tout lié à l'outil informatique. Demain, ça s'éteint. Comment on fait? Là, on ne parle plus que du SI, mais on parle vraiment des métiers. Donc, ce qu'il faut que l'on mette en œuvre maintenant, à mon avis, dans notre entreprise, c'est quels outils et quelles solutions on va être à même de donner très rapidement à nos équipes, à nos magasins, pour pouvoir répondre à tout ça. Comment livrer un client sans un bon, par exemple. Comment prendre une commande sans écran. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que les PRA, PCA, on avait ça depuis longtemps. Sauf que parce qu'on a pris ça en compte, nous. Tout le monde n'en avait pas depuis longtemps. 2001, que des fois, ils n'étaient pas testés, ils étaient installés, pas testés. Qu'aujourd'hui, ils doivent vivre. En fait, c'est un peu la remise à plat aujourd'hui des PRA, c'est la remise sur le devant de la scène des problématiques de sauvegarde. Mais le PRA, je vous dis, il avait toujours une connotation ici, toujours une connotation machine. Et là, si on remonte, on l'a mis en place, nous c'était 2001, donc c'était surtout les machines, c'était sauver une machine qu'on avait en interne, et voilà quoi. Aujourd'hui, je vous dis, c'est pour moi le plan de continuité d'activité, plutôt, c'est aussi l'humain derrière, comment il va faire pour travailler demain. Quoi. Pour travailler demain. Lionel, je voudrais vous faire réagir sur 2 choses.
on a des entreprises de taille intermédiaire. Là, j'ai noté quelque chose, c'est l'externalisation. C'est-à-dire, ça devient complexe, on n'a pas forcément les compétences. Est-ce que du coup, il y a une tendance justement sur la cybersécurité à cette externalisation? Est-ce qu'on voit naître de plus en plus des SOC externalisés et qu'on va vers là, c'est-à-dire de confier en fait cette cybersécurité à des experts extérieurs, quoi, en fait? Alors, oui, bien sûr. Je dirais que ça suit le mouvement plus global de l'externalisation sur un certain nombre de technologies en matière de systèmes d'information. Quand c'est très compliqué, que ça devient très complexe, c'est effectivement difficile, notamment pour des PME ou des PMI ou des entreprises de taille intermédiaire, d'avoir toutes les compétences en interne pour traiter ce type de sujet et ce type de problématique. Donc l'externalisation de la sécurité, c'est effectivement dans le mouvement. Jusqu'à un certain point. Donc si je peux peut-être parler quelques minutes de bonnes pratiques en liaison avec ça. Oui, c'était la question suivante, c'était le deuxième point. C'était sur quelques bonnes pratiques à communiquer un peu à l'audience, parce que des fois, c'est pas forcément de la technologie, c'est aussi on parle du patching, par exemple, des choses à faire tout simplement. Quoi. Voilà. Exactement. Donc je dirais, alors je suis désolé pour ceux qui ont assisté à la table ronde d'hier, ça va peut-être un petit peu de la redite, mais c'est en martelant les messages qui finissent par rentrer. Donc, mais moi, j'y étais pas, Mathieu non plus, vous n'y étiez pas, donc vous pouvez continuer. Je dirais, déjà, le point de départ, c'est qu'on ne peut protéger, maîtriser, contrôler que ce que l'on connaît. Donc, le point de départ, c'est de connaître son système d'information. Et connaître son système d'information, c'est pas uniquement connaître quels sont les serveurs qu'on a, où est-ce qu'ils sont, quelle est l'architecture réseau, etc. C'est plus globalement une cartographie de son système d'information avec le lien vers les objectifs métiers, les activités métiers, les process métiers. C'est un prérequis, mais qui n'est pas du tout évident. Hein. Enfin, surtout dans les grandes sociétés multinationales, c'est pas. On l'a vu, il y a eu des failles en plus qui ont été attaquées suite à des fusions, des acquisitions, des choses à l'étranger qui ont été faites où la faille était identifiée. Donc c'est un prérequis, mais qui n'est pas forcément si évident que ça. Quoi. Alors effectivement, c'est plus ou moins complexe. Après, par rapport à la question de départ sur les petites entreprises ou les entreprises intermédiaires, faire une cartographie, c'est pas forcément très compliqué. Enfin, ça peut être plus simple que dans un grand groupe ou une entreprise effectivement multinationale. Mais voilà, mais c'est un élément, c'est effectivement un élément, c'est un élément fondamental pour être capable d'identifier effectivement, de prioriser et d'identifier une démarche progressive en matière de sécurité. Vous ne pouvez pas, bien évidemment, tout faire d'un coup, tout mettre en place d'un coup et tout protéger d'un coup. Et ce qui est important dans cette démarche de cartographie, c'est de ne pas oublier justement tout ce qui est externalisé, à commencer par tout ce qui peut être en mode SaaS. Régulièrement, on voit nous moi je vois chez des clients, ah ben oui mais c'est du SaaS, donc de toute façon la sécurité elle est du ressort du prestataire et du fournisseur de la solution SaaS, donc je m'en occupe pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche, parce que ne serait-ce que la partie gestion des droits d'accès, gestion des comptes, c'est à vous de la faire. C'est pas le prestataire qui va la faire. Donc vraiment la cartographie, voilà, elle doit être vraiment complète, la plus complète possible, et encore une fois en lien avec la partie métier. Le système d'information, c'est un outil qui est là pour soutenir et pour participer aux objectifs métiers de l'entreprise. Dans beaucoup de cas, c'est un outil de production. Ça devient carrément un outil de production. Mais voilà, mais c'est pas, sauf évidemment des entreprises très particulières, c'est pas la finalité, quoi. Le système d'information, c'est vraiment un outil. Et juste pour finir sur la partie bonne pratique, oui, rapidement, quand vous avez cette partie-là qui est la cartographie, je dirais tout à l'heure, je suis Club Bios, donc je suis là pour parler aussi de maîtrise des risques, etc. Mais je dirais que la première étape, c'est pas forcément de faire une analyse de risque. La première étape, c'est déjà de mettre en œuvre des bonnes pratiques de base. Alors encore une fois, ce que je dis, c'est pas forcément généralisable. Il y a des entreprises qui ont une culture de la sécurité plus développée, qui ont déjà des analyses de risque, etc. Mais je dirais qu'une entreprise qui part d'assez bas, le point de départ, c'est déjà d'appliquer les bonnes pratiques de base. Typiquement, le guide d'hygiène informatique de la NSSI, par exemple. Cybermalveillance.gouv.fr a sorti aussi des guides pour les PME, TPE, etc. Donc, sur la base de votre cartographie, vous commencez à appliquer les bonnes pratiques de base. Et avec ça, vous allez couvrir 70 à 80, voire 90% des risques auxquels vous pouvez être soumis. Donc après, il faut travailler pour couvrir le reste, parce que ça peut faire très mal. Mais déjà, si vous commencez par ça, c'est déjà cartographie, application de guide d'hygiène de base. C'est déjà une
très bonne approche. Très bien. Alors juste pour préciser, l'ANSSI, donc c'est plutôt les missions régaliennes ou les grandes entreprises, les OIV, et les cybermalveillances plutôt le particulier et les TPE, PME. Quoi. Oui, alors oui, théoriquement oui. Maintenant, la NSSI a aussi sorti un guide à destination des TPE. D'accord. Pour quelle raison? Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, la supply chain, c'est le maillon faible, et c'est le maillon qui est utilisé pour beaucoup d'attaques. Et dans la supply chain, en général, les maillons les plus faibles, c'est les PME. Donc il y a beaucoup d'attaques vers des grands groupes ou des grands industriels qui passent par leurs prestataires et par leurs fournisseurs. Et donc c'est ce que je disais, aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri de ce type de problématique, sauf si vous êtes une entreprise totalement isolée, avec vous n'avez pas de clients, mais dans ce cas-là, pas beaucoup d'intérêt d'être une entreprise. Mais voilà, donc la NSSI fait aussi des choses, travaille avec aussi cybermalveillance. Le club EBIOS, nous on est un peu entre les deux, puisqu'on a la NSSI. Et depuis l'année dernière, on est membre du GIP ACIMA aussi, cybermalveillance.gouv.fr. Donc on a un peu la double patte et la double vision, à la fois grande entreprise, administration, etc., et la partie TPE, PME. Très bien. Mathieu, je voudrais vous faire réagir sur 3 mots. Le premier, c'est agilité. Le deuxième, c'est le tout dans un environnement sécurisé. Et le troisième, c'est orienté business. Et en fait, on est vraiment, bon là vous êtes sur le côté Oracle, sur la dimension cloud, mais on est vraiment sur cette gestion d'hybridation. Quels sont pour vous, parce qu'on ne fait pas du move to cloud pour faire du move to cloud, on ne fait pas du cloud pour du cloud, quoi. On est d'accord. Donc un peu quelles sont un peu les bonnes pratiques pour garder et cette agilité dans un environnement sécurisé et orienté business. Alors, c'est vrai que le sujet est large, mais on va dire dans ces pratiques-là, on est d'accord avec certains principes. Le premier, c'est que quand on est sur des processus métiers qui sont relativement standards et communs au marché, il vaut mieux privilégier des solutions SaaS et s'enlever cette complexité-là, tout en gérant quand même la gestion des identités, on est d'accord. Mais ça va permettre de se décharger en tout cas de certaines complexités. Et après, pour nous, le truc qu'il faut vraiment éviter, c'est de ramener la complexité qui peut exister on-premise dans le SI existant vers le cloud. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Et comment éviter ça? On a justement développé beaucoup de services de plateformes qui sont notamment autonomes, en fait. C'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous les autonomous services. C'est quoi? C'est des services qui vont se patcher tout seul, s'administrer tout seul, se protéger tout seul, s'administrer tout seul. Si je prends un exemple du domaine de la sécurité, il y a quelques années, quand on a eu la faille Meltdown Intel, notre OS Linux autonome s'est patché tout seul et tous les serveurs clients en moins de 36 heures ont été patchés sans arrêt de service, en fait. Donc ça, c'est des choses qu'on est capable de faire et du coup qui rendent accessible à des entreprises grosses et petites, hein, parce que du coup les deux peuvent bénéficier de ça, quelque part de se libérer de cette complexité pour se focaliser sur les enjeux métiers. Et vous parliez tout à l'heure d'un client à Castres, c'est exactement ce qu'on fait, parce que quand vous disiez on veut la maîtrise de notre ERP et des flux métiers, on est d'accord avec ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nos clients utilisent nos solutions SaaS, il y a tout un nombre de solutions autour pour développer en low-code, en fait, des compléments ou des spécificités, en fait, liées à votre business. Et donc on le fait notamment avec ce client Castrais qui a réinvesti dans une solution cœur de métier de chez nous et qui couvre beaucoup de processus, mais qui couvre pas tout. Et là, c'est les utilisateurs métiers, en fait, qui prennent la main pour venir compléter, en fait, leurs besoins avec des applications low-code et autonomous, qui fait que la DSI n'a pas besoin de gérer toute la complexité qu'il peut y avoir sur les couches infrastructures en dessous. Et pour autant fournir un service business intéressant. Donc, on est un petit peu sur une dimension de citizen coder. D'une part, c'est aussi simple. On a un quatrième mot, c'est de la simplicité. On va vers de l'automatisation et de la simplicité. La simplicité, ça permet aussi de savoir ce qu'on fait. Donc oui, c'est important. Oui, Patrick, vous vouliez réagir? Oui, la simplicité, je pense, est importante dans l'architecture de nos SI. Pour mieux le sécuriser, si on maîtrise effectivement tous nos flux, et du coup, s'ils sont simples, on les maîtrisera d'autant mieux, quoi. Après, sur le low-code et la décentralisation de certaines applications, je pense que pour nous, DSI, ça amènera une nouvelle source d'inquiétude quand même, pour pouvoir aussi sécuriser ce pan-là qui va être nouveau dans les années qui arrivent. À la fois, si c'est plus de pouvoir aux utilisateurs, plus de simplicité, mais d'automatisation, ça permet aussi de vous tourner vers l'innovation, vers
faire les métiers aussi plus facilement, quoi. C'est clair. Mais juste un petit mot pour... on a une quinzaine de minutes encore. N'hésitez pas à poser vos questions. Je les reçois en ligne, donc vous pouvez tout à fait réagir. Et puis, je pose les différentes questions aux intervenants. Alors juste, Mathieu, je voulais vous faire réagir, alors pas simplement sur la cyber, hein, mais sur toutes les crises, sur la pandémie. Est-ce que vous avez des exemples en tête? Vous pouvez pas forcément citer les noms, mais de clients qui sont particulièrement bien adaptés, qui ont su réagir justement parce qu'ils avaient mis en place des systèmes hybrides s'appuyant sur le cloud. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises, d'activités là, qui ont justement pu réagir dynamiquement à ces crises? Ouais, alors on en a certains qui ont réagi pendant la pandémie parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, je parlais de Pimki tout à l'heure, qui est un très bon exemple, mais Accor Hotel aussi, qui est un de nos clients importants, dont je le disais. Où en fait pendant la pandémie, ils ont commencé un recentrage de leur activité vers d'autres types de besoins, notamment le fait de pouvoir recevoir des télétravailleurs sur site plutôt que des clients business en hôtellerie classique. Et donc pour nous, ça a été effectivement une très très grosse transition d'application métier, mais aussi de développement spécifique sur les technologies PaaS dont je parlais tout à l'heure, pour réussir ça très rapidement et avec des contraintes budgétaires extrêmement réduites en fait, parce que c'est un élément clé. Et après, on a d'autres clients qui ont réagi plutôt après la crise. C'est-à-dire une fois que la première vague était passée, se sont dit on a un vrai problème de variabilisation de nos coûts par rapport à l'activité, il faut qu'on le traite. Et donc, notamment dans la région, on travaille avec certains clients pour lesquels on fait ce genre de bascule en mode cloud, sachant que on sait faire ces bascules dans le cloud public, mais aussi dans ce qu'on appelle cloud at customer, où en fait on va mettre nos machines cloud en fait chez les clients. Donc c'est ce qu'on fait ici avec certains, pour qu'ils puissent consommer du service et donc du coup avoir une variabilisation de leurs coûts beaucoup plus forte que dans un monde on-premise où finalement toutes les infrastructures matériels et logiciels sont taillés pour les pics de charge qui arrivent quelques fois dans l'année en fait. Oui, parce qu'on parle de risque de connotation négative, mais c'est aussi, bon, en cas de pandémie, de la grande distribution qui est connue des volumes de croissance exponentielle dans certains domaines. C'est vrai que dans l'alimentaire, à l'inverse, on a dû assurer beaucoup de croissance exactement, qui n'était pas prévue. Donc ça peut être aussi une gestion d'une crise, une crise d'hypercroissance ou de changement de modèle. On est passé à du click and collect aussi chez vous, donc c'est un changement de service. Lionel, si on revient un petit peu sur le volet cyber, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant, la presse se fait écho tous les jours quasiment d'attaques, et puis c'est par série, hein. C'est les hôpitaux, c'est des secteurs entiers, et puis c'est un peu le virus qui se répand. On a parlé tout à l'heure d'hygiène, on a parlé de cartographie, mais il y a aussi, je dirais, tout l'aspect organisationnel, des process, de la sensibilisation à mettre en place. C'est vraiment de repenser aussi sa gouvernance. C'est pas que des outils, c'est pas que de la cartographie, c'est aussi beaucoup d'organisation. Oui, tout à fait. Mais, enfin, dans les bonnes pratiques dont j'ai parlé, il y a ces aspects-là. Hein. Si vous prenez le guide d'hygiène de la NSSI, la partie sensibilisation est un élément clé. La partie responsabilité, organisation aussi. Donc c'est bien évidemment un pan très important et indispensable d'une démarche en matière de sécurité de l'information et de sécurité des systèmes d'information. Et je reviendrai sur quelque chose que j'évoquais tout à l'heure, notamment en lien avec la cartographie, c'est que l'implication, bien évidemment, métier jusqu'au niveau direction générale est un élément fondamental, notamment dans une approche par la gestion et la maîtrise des risques. Je veux dire, les risques, ils ne peuvent être évalués correctement que par rapport à leurs impacts sur justement les activités de l'entité, entreprise ou école ou administration ou hôpital, etc. Donc les risques en matière cyber ne peuvent être évalués correctement en ayant ce lien avec les activités métiers, les process métiers, les objectifs métiers de l'entité. Et c'est là où des méthodologies, des approches type EBIOS, mais bon, je prêche pour ma paroisse, mais c'est pas la seule, hein, vous en avez d'autres évidemment. Mais c'est là où notamment la dernière version EBIOS Risk Manager a réellement mis en avant ce type d'approche et ce type de problématique. EBIOS est organisé en ateliers. Et vous avez dans quasiment tous les ateliers des implications de la partie métier, à commencer par le premier atelier qui vise à définir le contexte, identifier les événements redoutés,
Les événements redoutés, c'est en cas de problématique, d'attaque ou d'incident au niveau du système d'information, quels sont les événements redoutés sur les activités métiers, sur les objectifs métiers. Donc, et vous retrouvez ça tout au long, bien évidemment, de la chaîne, jusqu'à la partie évaluation des risques, jusqu'à la partie estimation, acceptation des risques résiduels, parce qu'un élément clé, bien évidemment, c'est que le risque zéro n'existe pas. Et ça rejoint un point que vous avez évoqué tout à l'heure. La question n'est pas de savoir si un incident va arriver, mais plutôt quand. Et donc, un élément aussi fondamental qu'on retrouve aussi dans les bonnes pratiques, dans les guides d'hygiène, c'est qu'il faut se préparer à gérer un incident. C'est évidemment un élément clé et un élément important. Donc cette implication, enfin la DSI et encore moins le RSSI ne peuvent pas avoir une approche cybersécurité tout seul dans leur coin, c'est absolument impossible. Alors, c'est pas une question, c'est une réaction qu'on a en ligne. Enfin, je vais la résumer en disant comme ça, c'est bien beau tout ça, les bonnes pratiques à mettre en place, tout ça, mais ça a un coût et beaucoup de petites sociétés n'ont pas forcément les moyens, justement, alors, ni humains, ni financiers, de mettre en place ce que vous êtes en train de nous dire, Lionel. Je suis bien d'accord, mais ça fait partie des choses indispensables. Donc après, effectivement, la problématique, notamment dans les petites et moyennes structures, c'est une problématique de ressources, ça peut être une problématique de budget. C'est bien pour ça qu'il faut une approche progressive. Et là encore, une approche par les risques, parce que vous allez effectivement, au-delà des bonnes pratiques de base, vous allez traiter bien évidemment les risques les plus importants que vous pouvez identifier. Enfin, la sécurité, oui, la sécurité à coût zéro, ça n'existe pas. Donc c'est des choses à prévoir. Ce qu'il faut de toute façon avoir en tête, et on a des exemples tous les jours, c'est que la non-sécurité, ça coûte beaucoup plus cher que la sécurité. Je veux dire, des PME qui ont mis la clé sous la porte suite à un incident, suite à une attaque du président, ce genre de choses. Je veux dire, voilà, il y en a tous les jours des exemples comme ça. Du coup, je me permets de rebondir justement là-dessus par rapport aux startups, parce que moi je travaille aussi pour des startups dans l'IT, justement, dans le domaine de l'intelligence artificielle, etc. Et je suis sidéré que leur business plan ne comporte rien sur la partie cybersécurité, ne comporte rien sur la partie conformité RGPD, qui découvrent ça, je veux dire, quand ils sont mis devant le fait accompli, soit parce que ils peuvent avoir un contrôle de la CNIL. La CNIL ne contrôle pas que les grandes entreprises, elle contrôle aussi les PME. Soit parce que c'est des clients qui leur demandent et qui leur disent moi non, si vous ne me montrez pas patte blanche en matière de sécurité, je ne travaille pas avec vous. Et du coup, voilà, ils essayent de traiter ça en urgence comme ils peuvent. Donc ça coûte forcément, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, ça coûte forcément beaucoup plus cher. Et voilà, je suis sidéré que les business plans et que les investisseurs dans les startups n'imposent pas que les business plans couvrent ce genre de choses. Alors ça commence à venir, mais c'est quelque chose qui me sidère depuis quelques années et encore plus maintenant. Vous voulez réagir, Mathieu ? Ouais, je pense qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que je suis convaincu que les technologies cloud permettent un accès plus simple aux ETI que c'était le cas avant. Nous, on le voit, historiquement, on travaille plutôt avec des grosses entreprises, c'est un secret pour personne. Mais aujourd'hui, le fait qu'il y ait des modèles de coûts qui soient beaucoup plus adaptés et des paliers à l'entrée qui soient très faibles, parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut accéder au cloud sans engagement en payant quelques euros par jour, rend peut-être un peu plus facile ça. Et on le voit tant sur le volet applicatif, notamment avec notre suite NetSuite, pour justement couvrir les ETI, que sur les aspects plateforme, où on n'a plus besoin d'avoir un DBA pour avoir une base de données, par exemple, aujourd'hui. Quand je parlais de cloud for business, c'est que vous avez aussi des modèles qui sont vraiment orientés sur des use cases, sur du business, sur des... Complètement. Ça part du besoin métier. Ouais. Et ensuite, le cloud n'est qu'un enabler, un facilitateur, quoi. Et juste pour, en petite conclusion, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette table ronde, c'est l'impact sur l'organisation et la DSI en elle-même. Vous parliez tout à l'heure de c'est facile d'aller consommer du cloud, on va consommer du SaaS. Il y a peut-être des fonctions qui évoluent au sein de la DSI. On voit des fonctions qui naissent sur la maîtrise du cloud, sur des dimensions FinOps. On parle maintenant plus de la gestion de la performance, sur du CloudOps. Bientôt, on parlera de GreenOps, puisque c'est l'éco-responsabilité. En fait, comment vous voyez évoluer les structures et aujourd'hui, comment se positionne la DSI dans cet environnement hybride du move to multi-cloud et de gestion de l'hybridation? Voilà, c'est une longue question. Ouais, c'est une longue question, je vais essayer de répondre. Réponse courte. Non, mais je pense qu'il y a une idée générale quand même qui est qu'aujourd'hui, la DSI devient beaucoup plus un business partner des métiers
qu'autre chose. Et donc finalement, peut-être passer un peu moins de temps sur de l'exploitation technique pure et être plus en conseil de choix de solutions métiers ou sur des domaines très spécifiques de l'entreprise, d'accompagner les métiers sur du développement pour ces sujets-là. Donc c'est vrai qu'il y a un switch, et donc il y a aussi un switch de compétences à opérer. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais on constate quand même une contrainte forte en termes de ressources, de recrutement et de tension clairement sur le marché, sur les compétences. Donc, quelque part, ça permet ce switch-là de traiter une partie du sujet. Et après, il y a beaucoup de programmes d'accompagnement des compétences historiques vers des besoins qui sont plus actuels. Je vois par exemple chez nous, on a un programme de montée en compétences des DBA historiques vers des métiers de data scientist, en fait, sur la base des technologies qu'ils connaissent historiquement, par exemple le SQL, etc. Donc il y a beaucoup de programmes comme ça, et effectivement des métiers qui changent beaucoup plus vers le métier. Je sais pas Juste encore, oui, alors on pourrait faire un long débat sur l'évolution des compétences, mais en vous, enfin, je vous voyais acquiescer, Laurent, sur l'évolution de votre métier. Quoi, sur la partie business partner, nous, typiquement dans notre entreprise, nous, c'est carrément l'ADN de la DSI. Quoi. On a toujours travaillé près des métiers et essayer de faire ce que l'on sait faire et faire ce qu'une valeur ajoutée. À ce titre-là, on est quasiment aujourd'hui présent dans tous les comités de pilotage de tous les projets de la société, parce qu'ils ont tous un volet ici forcément, et on vient là en tant que conseil, à un moment donné, pour accompagner. Si je prends les derniers projets qu'on a fait dans les dernières années, c'était un CRM à mettre en place auprès de notre force de vente terrain, nos commerciaux. On a audité plusieurs solutions, on a fait un petit cahier des charges et on est parti sur Salesforce. Voilà, et puis nous, derrière, on a intégré ça à notre ERP. Quand il s'agit de monter une plateforme logistique sur Colomiers il y a 2 ans, on a fait un cahier des charges, on a accompagné les responsables de cette plateforme logistique, on a audité plusieurs solutions et on est venu intégrer. À un moment donné, il ne faut pas que le SI soit un frein. Il faut qu'on soit effectivement dans cette agilité, il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on ait tout de prêt pour ne pas pouvoir dire non. Je dis souvent à mon équipe, on n'est pas le service informatique, on est l'informatique au service de l'entreprise. C'est comme ça qu'il faut se voir quand on est en interne, je pense. Patrick, l'évolution. Oui, ça rejoint, alors je ne vais pas répéter, mais effectivement ça rejoint ça, et c'est en ça, au début on parlait de budget, de réorientation, et si on regarde un peu l'accroissement de la société en termes de chiffre d'affaires ou de personnes, eh bien tout ce qui ne rapporte pas de valeur, donc on va dire les métiers techniques ou autres, eh bien on voit qu'on est arrivé à, même avec cette croissance, soit à ne pas augmenter, voire à diminuer. Donc ça prouve bien que on part de plus en plus vers le métier, et effectivement elle est là notre valeur ajoutée au niveau DSI. Elle n'est pas au niveau informatique, mais elle est au niveau applicatif et au niveau métier. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à poser vos questions. Sinon moi ou même en ligne, hein, on est toujours connecté. La question de la fin, là, il nous reste 2 minutes. La prochaine crise, pour vous, ça sera quoi? Il faudra vous anticiper quoi là? Du coup, on était la pandémie, on l'avait pas anticipé, mais je sais pas s'il y en a un qui souhaite réagir, de dire voilà, moi je pense que il va falloir se préparer à ce type de crise avec un impact fort sur l'entreprise et sur la DSI. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de nous, à titre juste de PME, je ne pense pas qu'on soit attaqué prochainement par tout ça, mais moi je vois aujourd'hui pas mal de crises un petit peu liées à la géopolitique. On le voit, ça se tend, les relations un peu partout. On voit aujourd'hui que, j'ai entendu ce matin sur France Info, il y a eu une commission qui se tenait pour un petit peu gérer les réseaux sociaux au moment des élections présidentielles qui vont arriver, pour éviter ce qui s'est passé un petit peu aux États-Unis et en France il y a 5 ans. C'est un petit peu ça, moi, qui m'effraie un petit peu, c'est qu'on n'a rien pour maîtriser ça. Alors aujourd'hui, ça touche la politique, ça peut toucher quelques sociétés pour faire un petit peu de malveillance, quelque part. Demain, ça peut toucher les nôtres, effectivement. Et quels sont nos moyens en tant que PME? Alors là, on est complètement à la rue. Et voilà, ma question, elle est là. Quoi. Et puis, vous pouvez être une cible parce que vous êtes un sous-traitant comme disait Lionel. Ouais, de la supply chain, quoi. Donc, moi, je peux pas répondre à la question. Effectivement, je n'ai pas de boule de cristal. La seule chose que je peux dire, c'est que quelle que soit la crise, je suis quasiment sûr qu'il y aura un volet cyber dedans. Je veux dire, on l'a vu avec la pandémie, effectivement, il y a eu un volet cyber. Donc, quelle que soit la crise, il y aura un volet cyber dedans. C'est clair et net. Mathieu, vous vouliez réagir?
Non, mais c'est vrai qu'on voit, nous, on a des clients qui sont impactés déjà aujourd'hui par les tensions entre Chine et États-Unis, pour ceux qui sont présents en Chine, en fait, et ça complexifie pas mal de choses. Après, je ne sais pas quelle sera la prochaine vraiment grosse. C'est le monde de vous Est-ce qu'elle prendre votre sera boule de cristal. environnementale ou je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est les anglo-saxons utilisent ce terme VUCA. Donc en français, c'est volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. Je pense qu'on est dans ce monde-là en fait aujourd'hui, qu'il faut qu'on se prépare de toute façon à réagir à ce qui va arriver. Après, franchement, je ne sais pas. Est-ce quelle sera la prochaine que grosse. Lionel, à un moment donné, vous voyez beaucoup de cyberactivistes enfin, sur est-ce que ça s'est calmé ou est-ce que d'attaques d'activistes, hein, pour des mouvements politiques, d'attaquer certaines entreprises parce qu'elles étaient polluantes, parce qu'elles étaient dans le marché d'armes. Oui, parce que oui, ça se voit, mais ça se voyait déjà il y a D'accord. quelques années, ça se voit toujours. Je veux dire, oui, ça fait partie, clairement, ça fait partie de la paysage, menace, ça fait partie du paysage, ça fait partie de la menace, oui, c'est clair. Très bien. Et du coup, pas simplement, Oui. du coup, ces cyberactivistes profitent aussi de ce qu'on disait tout à l'heure, de l'industrialisation des outils. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'être eux-mêmes des experts, ils peuvent s'appuyer sur des outils mis à disposition par des experts moyennant finance, et ça contribue fortement à la menace, oui. Avec des moteurs d'IA, et on va avoir des guerres de machines entre IA. C'est un peu l'avenir, il est là. Juste, vous pouvez. Alors, C'est le présent. c'est le présent. Vous avez un stand Ibios, vous Tout à pouvez fait, aller vous voir. jusqu'à ce soir, là, oui. Et un stand Oracle aussi, donc vous pouvez aller à la rencontre des équipes Oracle. Merci en tout cas, on peut vous applaudir, messieurs, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.